Ce que j'aime par-dessus tout, c'est vous parler de long et en large d'œuvres qui m'ont marqué et qui m'ont plu. Sur cette chaîne, on parle souvent de Dark Souls, Berserk, etc. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un film fantastique et torturé qui est passé sous les radars et que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma, car les premiers visuels m'avaient vraiment attiré. Ce film, c'est Mad God, et c'est probablement le film le plus terrible et sombre qui m'a été donné de voir. Des années après, j'y pense encore assez souvent, des flashs de ce dernier me hantant régulièrement. Présenter Mad God, c'est pas une mince affaire, parce que c'est un film complètement torturé et tortueux, violent, hautement symbolique et surtout bien déroutant. Et pour cause, on y suit un personnage qui descend littéralement aux enfers. Et on va suivre le calvaire de ce personnage, qui va traverser ce monde terriblement violent. C'est poisseux, malsain, organique, industriel, et la mort rôde à chaque coin de rue. Muet, en stop motion, clairement c'est pas un film pour tout le monde, car il y a un vrai parti pris artistique. Ce film, c'est le travail d'une vie, celle de Phil Tippett. Phil Tippett, c'est un réalisateur et superviseur d'effets visuels assez reconnu, qui est spécialisé dans l'animation stop motion, mais surtout dans la création de monstres. Il a notamment travaillé sur la trilogie de Star Wars avec Jabba the Hutt et Jurassic Park. Mais son premier amour, eh bien c'est le stop motion, et il avait commencé Mad God, ce projet fou, au début de sa carrière. Et il est revenu dessus pendant plus de 30 ans en travaillant dessus par intermittence, à l'aide de collègues qui ont travaillé dessus bénévolement. Et tout ça nous donnera donc Mad God, une œuvre unique, qui ne ressemble à rien d'autre. Mais ce qu'il y a avec ce film, c'est que le monde déployé et les visuels sont vraiment fascinants. Et dans cette vidéo, on va suivre le déroulé du film pour essayer de décrypter un peu ce qu'il s'y passe et surtout essayer de comprendre ce que ça raconte. Bienvenue dans l'enfer de Mad God. On va donc essayer un petit peu de détriquer ce qui se passe dans ce film, et ça s'avère compliqué puisque le scénario n'est pas vraiment linéaire. Ici on va raconter les principaux événements, mais je pense pas que l'intérêt premier du film soit dans son scénario, donc ça vous gâchera pas le visionnage si vous l'avez pas encore vu. Bon, commençons. Dans l'introduction, la tour de Babel se dessine, avec une citation du Lévitique, le 3e livre de la Torah, qui évoque la présence aux commandes du monde d'un Dieu terrible, capable aussi bien de bonté que de cruauté. Et vous l'aurez compris, ici, ce sera la cruauté. Et ce Dieu précipite le monde dans le chaos, pour punir l'orgueil des hommes. Ensuite, un personnage singulier apparaît, qui est crédité dans le film comme l'assassin. Et ce sera le protagoniste qu'on va suivre. Il descend dans sa cloche de plongée à travers les différentes strates, qui sont peut-être les étages détruits de la tour de Babel, qui sait. Il me fait penser à une sorte de plongeur de l'époque, qui descendrait dans les eaux profondes. On y croise des fossiles, des statues d'antiques civilisations et d'étranges créatures. Notre personnage finit par atterrir tout au fond des abîmes dans un paysage jaunâtre et sinistre, qui fait penser aux peintures de Beksinski. Et quand il sort de la cloche, on le découvre plus en détail. Il est vêtu d'une tenue rappelant fortement les soldats de la Première Guerre mondiale, avec son grand manteau et son masque à gaz. Il sort une carte, mais on n'y comprend rien. Elle semble faite dans une autre langue avec d'autres référentiels. Et pour le moment, on ne connaît ni son but, ni ce qu'il vient faire ici. Il transporte avec lui une mystérieuse valise qui a l'air assez importante. Notre héros commence alors à déambuler à travers ce monde poursuivant son objectif. Et très vite, ce qu'on observe, c'est que tout est à l'abandon. Il ne reste plus rien de la morale. Ici, le sacré a disparu en même temps que la valeur pour la vie. L'assassin observe le monde à travers ses jumelles, et nous, on observe le monde à travers son regard. On y découvre une population, ou plutôt une faune violente, versée dans la folie et dans la luxure. Et surtout, on y trouve un déchaînement de violence complètement absurde. On y trouvera des représentations de la chaîne alimentaire, on traversera des couloirs de géants torturés à l'électricité et tant d'autres épisodes violents. Tel Dante, on va véritablement traverser les 9 cercles des enfers à travers le parcours de ce personnage. Et lui, d'ailleurs, il suit le trajet de sa carte, imperturbable. Et il finit par débarquer dans une sorte de fabrique à golems. Et ces golems, coincés dans une sorte de labyrinthe industriel, vivent les pires souffrances. Ils errent sans but, se faisant écraser, brûler, exterminer. Et pour moi ici, il est difficile de penser à autre chose qu'à l'Holocauste. Des trains, des cheminées qui fument, du feu, des colonnes de gens nus, c'est assez équivoque. Mais certains le voient plus comme le symbole d'une déshumanisation par le travail et comme une exploitation industrielle complètement débridée. Et ces travailleurs sans visage, créés à la chaîne pour être aussitôt détruits, sont comme les simples rouages jetables d'un système qui les dépasse. Et le vice est poussé au point que le fruit même de leur travail servent à les détruire avec ces étranges rectangles noirs qui ne sont pas sans rappeler l'Odyssée de l'espace. Et l'assassin, lui, assiste effaré à ce déchaînement de violence sans pouvoir rien y faire. Alors il continue à s'enfoncer, poursuivant son objectif qu'on ignore toujours. Il finit par arriver devant un tas de valises. Alors il ouvre la sienne, et dedans on y trouve une bombe et un détonateur. Il active alors sa bombe, et à ce moment, on comprend que l'assassin est loin d'être le premier envoyé, mais que chaque valise ici correspond à un assassin qui a probablement échoué ici. Et comme pour donner raison à cette idée, une créature ignoble le capture pendant que la bombe tourne. Et finalement, l'aiguille du détonateur s'arrête et la bombe n'explose pas. Et là, c'est assez sale. Notre personnage est alors torturé devant un public
parle des espèces de scientifiques sadiques, et on ne sait pas trop pourquoi il a été capturé, ni quels sont les objectifs des personnes qui l'ont capturé. Le tortionnaire lui ouvre le corps et le fouille littéralement. Il en sort des pièces, des organes, et finit même par en sortir un bébé en forme de larve que prend l'infirmière. Puis le scientifique branche le cerveau de l'assassin sur un écran et on voit ses souvenirs et le monde d'en haut. On est donc à présent dans la mémoire de notre personnage et on y découvre un monde autoritaire, dirigé par un homme, sûrement le dernier de son espèce, qui semble être une sorte de dictateur. Il dispose d'une grande armée d'assassins et on comprend qu'il les envoie à la chaîne, essayant de détruire le monde du bas. C'est donc lui qui a envoyé notre protagoniste. Et ce personnage, il a un rôle assez ambigu. Est-ce qu'il s'agit du fameux Mad God du titre du film, qui après avoir précipité le chaos dans le monde essaierait de le détruire, ou peut-être que c'est simplement un dictateur ou un scientifique fou poursuivant le même objectif. En tout cas ici, la critique des régimes totalitaires est à peine voilée. Et on va suivre quelques instants cet étrange personnage et le voir faire des choses assez futiles comme fouiller dans ses vêtements par exemple. On le voit également surveiller la descente de ses assassins avec ses appareils spécialisés. Et on peut également voir 3 vieilles femmes édentées qui s'affairent à coudre une carte. Et ce trio renvoie explicitement au parc, qui tisse et coupe le fil de la vie humaine dans la mythologie grecque. Et ici, eh bien, elle tisse la carte de l'assassin. On a la symbolique est assez facile à comprendre. Le parcours de l'assassin est prédéterminé, point par point, et il ne pourra pas s'y soustraire. C'est la causalité. Finalement, un nouvel assassin finit par descendre et en suit également son périple. Il passe par une ville abandonnée, par une zone de guerre, donnant des airs de guerre mondiale à cet endroit. On aperçoit des affrontements entre tanks et même des champignons nucléaires. Finalement, la vision du premier assassin s'éteint et il meurt. On va alors changer de point de vue. Est-ce que vous vous rappelez du bébé larvaire? Eh bien, l'infirmière le confie à une espèce d'étrange créature flottante portant un masque de docteur de la peste. Et on suit alors cet étrange personnage portant le bébé en passant par des paysages toujours plus extraordinaires. Il faut souligner parce que le décor, les textures et l'ambiance sont vraiment extraordinaires dans ce film. Le docteur de la peste finit par arriver dans l'antre d'un alchimiste et il lui remet le bébé. Et là, je suis désolé de dire cette phrase, mais l'alchimiste va alors le bébé avec ses étranges machines. Le bébé sera transformé en or au cours du processus, et cette poussière d'or, symbole de l'innocence et du renouveau, est placée dans une sorte de four géant. Et là, grâce à cette combustion, des flashs apparaissent un peu partout, et on comprend qu'il y a un reboot de l'univers. Oui, l'essence du bébé larve a permis ce reboot. On assiste donc à une sorte de nouveau Big Bang, puis l'histoire s'enclenche. Les humains finissent par apparaître, et petit à petit, la civilisation humaine se relève de tout ça. Mais elle reproduit vite les mêmes erreurs. Les mêmes tours finissent par être construites, le même orgueil démesuré reprend forme, et des guerres naissent. Finalement, des anarchistes vont réussir à exploser ce nouveau monde, le réduisant à nouveau à néant. Même sans intervention divine, l'humanité trouve le moyen de se détruire. Et puis, tout à la fin du film, on aperçoit le dictateur fou renvoyant des assassins vers le bas, preuve que le cycle continue probablement à l'infini. Maintenant qu'on a vu les événements principaux du film, on va explorer un peu les théories sur ce dernier et essayer de décortiquer un peu la symbolique qui s'y cache. Dans l'ensemble, Mad God est souvent perçu comme une allégorie sombre de la condition humaine. En effet, il montre ni le bien ni le mal, seulement la cruauté et le chaos d'un univers sans loi. Et toute cette violence déployée, ça crée un sentiment d'absurdité. Des scènes gore s'enchaînent les unes aux autres, parfois sans logique apparente. Et le film ne propose aucune explication rationnelle aux événements surréalistes qu'il montre. Par exemple, la quête de l'assassin elle-même paraît futile. Il traverse des horreurs indescriptibles pour détruire le monde, qui renaîtra de toute façon et qui sera redétruit encore et encore. Et cette futilité accentue l'idée que tout est vain dans cet univers. Mad God a cette espèce d'aspect de rêve fiévreux, enfin plutôt de cauchemar sans fin. Et pour certains, ce chaos a un aspect presque biblique. Et vu les références religieuses déployées tout le long du film, eh bien c'est difficile de passer à côté. Si on essaye de remettre les choses en l'ordre, au début du film, un dieu fou aurait pu punir l'orgueil des hommes avec la tour de Babel. Et on se rend compte que c'est un cycle infini. Du coup, cette terre désolée, les créatures mutantes et toute cette souffrance seraient donc le résultat de cette hostilité divine. D'ailleurs, on peut noter que le dernier homme, celui qui envoie les assassins, agit lui-même comme un dieu vengeur, en envoyant ses hommes anéantir des mondes entiers. Mais certains ont d'autres points de vue, et pensent que le film ne raconte pas grand-chose en tant que tel, et qu'il décelait un sens serein, et que le film était apprécié pour son esthétisme et ses décors vraiment soignés, sans y chercher un réel sens. Personnellement, je suis de cet avis. Je pense qu'on peut évidemment trouver un sens symbolique, mais surinterpréter un tel film, pour moi, ça rime à rien. Je pense pas que ce soit dans cette optique qu'il faut regarder Mad God, car au final, chacun y voit ce qu'il veut. Personnellement, je l'ai vécu comme une sorte de voyage sensoriel, car il y a une sorte d'esthétisme dans cette laideur, dans toute cette plastique déployée tout le long du film. Et l'histoire, finalement, n'est peut-être qu'un prétexte, car c'est l'univers qui compte.
Et un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de la musique, qui est vraiment génial dans le film, un peu post-rock dans le style. Mais malheureusement, je peux pas trop la jouer sur YouTube où la vidéo va sauter. Et ça participe vraiment à créer un rythme et une patte unique dans ce film déjà bien singulier. Enfin, pour aller un peu plus loin, on va être obligé de reparler un peu du réalisateur, Phil Tippett. Car lorsqu'on l'interroge sur la signification de son œuvre, Tippett, eh bien, reste volontiers cryptique. Il dit qu'il a créé Mad God de manière très instinctive, presque inconsciente. Ainsi, il déclarera: les grands artistes disent qu'ils ne font que transcrire quelque chose qui vient d'une puissance supérieure. Je ne me compare pas à eux, mais moi non plus, je ne pars jamais d'une intention claire. Il explique avoir voulu reproduire l'expérience d'un rêve, en saturant chaque plan de détails visuels, au point que le spectateur ne puisse tout absorber en une seule fois. Et c'est vrai que lors de mon revisionnage pour cette vidéo, j'ai découvert de nouvelles choses. Et cette approche, ça explique le caractère un peu déstructuré du film. Il n'a pas cherché à imposer une narration linéaire, mais plutôt à plonger le public dans un état émotif brut. Et de ce point de vue, c'est vraiment réussi. Comme influence, il nommera les peintures de Bosch. Et il nommera également le court-métrage de la rue des crocodiles des frères Quay, dont j'ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo, où je présente 3 courts-métrages étranges, que je vous invite vraiment à voir. De plus, il a commencé Mad God alors qu'il travaillait sur des films comme Robocop ou Jurassic Park, et à cette époque, il y avait pas mal de crises et de guerres. Et le film a absorbé cette espèce de psychose collective d'une humanité bombardée d'infos catastrophiques, le rendant fou à son tour, et il confie s'être réfugié dans le travail sur Mad God pour trouver un exutoire. Et dans ce sens, Mad God était pour lui un exercice cathartique, presque thérapeutique. Et vu comme ça, la violence absurde du film prend sens. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a pour moi une lueur d'espoir dans ce film. Et ça peut se vérifier. Si on rembobine, au moment où l'assassin est dans la fabrique des golems, il y a une scène importante que je n'ai pas mentionnée volontairement, afin de la garder pour la fin de la vidéo. Juste avant qu'un golem se fasse écraser, l'assassin tend la main vers lui, comme pour l'aider. En tout cas, moi j'interprète le geste comme ça. Signe qu'un jour, l'entraide pourrait alors revenir, et que l'espoir n'est pas mort. Certes, ce n'est qu'une minuscule flamèche dans un océan de noirceur, mais parfois, les incendies naissent d'une étincelle. Mad God a cette place vraiment particulière dans mon cœur, celle d'un film jusqu'au boutiste assez incroyable, peut-être pas dénué de défauts, puisqu'il aurait peut-être gagné à être un peu plus long ou un peu moins décousu, mais il a une âme vraiment unique. Vous ne verrez rien qui ressemble à ce film. En tout cas, je vous en conseille vivement le visionnage, comme vous l'aurez compris, et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, envoyez-moi un message sur Twitter ou par mail, je vous indiquerai où le trouver. Et si vous l'avez vu, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis en commentaire, vos théories sur le film et surtout votre ressenti. On se retrouve bientôt pour une vidéo plus longue, probablement l'iceberg sur Dark Souls 2. Alors likez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour le référencement. Dites-moi également si le sujet vous a plu, car j'ai pas mal d'autres œuvres dans le genre dans ma besace. C'était Cogitonaute, à bientôt.